Papa m'a regardé avec des yeux glacés. Je n'ai qu'un seul fils, et ce n'est pas toi. La voix de maman a résonné de l'intérieur. Des années d'efforts et de sacrifices se sont effondrées devant ces mots. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone en silence et envoyé un seul message. Maintenant, voyons qui est le vrai bâtard. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires la ville ou le pays d'où vous regardez et l'heure qu'il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air dans le terminal n'était pas l'air frais et recyclé des vols internationaux auxquels j'étais habitué. Il était humide, épais, empli de l'odeur de bretzel à la cannelle et d'une pluie lointaine. Descendre de l'avion à Columbus ressemblait à un retour dans un rêve oublié, un rêve où les couleurs étaient un peu délavées, mais les formes douloureusement familières. Pendant des années, ma vie s'est déroulée à travers les fuseaux horaires, dans des endroits où le soleil brillait différemment et où les problèmes étaient techniques, résolubles avec de la logique et de la sueur. J'avais travaillé sur des plateformes pétrolières offshore, puis sur des projets d'ingénierie contractuelle dans des environnements éloignés et difficiles. De l'argent que j'envoyais à la maison, la plupart du temps. Près de 300 000 $ en 7 ans. Chaque virement bancaire ressemblait à pousser une lourde pierre en montée, un sacrifice non seulement de mes gains, mais de ma présence, de ma jeunesse, du simple confort d'être chez moi. Je n'avais pas besoin de grand-chose là-bas. Les entreprises fournissaient le logement et la nourriture, mes dépenses étaient minimales, alors j'envoyais tout, pour l'hypothèque, avec laquelle ils ont eu du mal après le krach de 2008, pour les factures médicales de maman qui semblaient apparaître fréquemment, pour les urgences imprévues ou une conduite éclatée, un nouveau toit, une réparation de voiture ou pour celui qui en avait le plus besoin, ou du moins c'est ce qu'on m'a dit. Chaque clic sur le bouton d'envoi était une renégociation de ma place dans la famille, un acompte sur l'amour et l'acceptation que je sentais toujours légèrement hors de portée. C'était ma façon de construire un pont à travers la distance, de consolider ma valeur lorsque je ne pouvais pas être physiquement présent. Ils ont besoin de moi, me disais-je, essuyant les embruns de sel de mon visage ou vérifiant les schémas sous un soleil brûlant. Ils vont m'apprécier. En grandissant, j'étais le silencieux, l'ombre responsable de mon frère aîné, Marc. Marc était l'enfant d'or. Il avait le charme facile, le sourire parfait, la capacité de se débrouiller dans n'importe quelle situation. Il flottait dans la vie sur un courant de potentiel sans effort, le genre que nos parents louaient constamment, mais qui ne semblait jamais se matérialiser en succès réel. Pendant ce temps, j'étais celui qui réparait les choses, le robinet qui fuyait, la chaise bancale, les notes qu'il fallait remonter. Mes réussites étaient accueillies par un signe de tête, peut-être un bref « bon travail, fils ». Le fait que le ticket de stationnement de Marc ait été réglé par l'ami de papa est devenu une anecdote fière sur son ingéniosité. Ma bourse pour les études d'ingénieur était simplement attendue. C'est le plus intelligent, disait-il, souvent suivi d'un soupir à propos de la dernière difficulté de Marc. Nous étions une famille construite sur du sable, et je continuais à y verser mes gains, espérant qu'il deviendrait du roc, espérant que mes efforts pourraient enfin consolider les fondations branlantes. Mon angle mort était de croire à leurs récits, de faire confiance à la sincérité de leurs besoins et au fait que ma contribution assurait ma place, qu'au final, je serais vu non pas comme une ressource, mais comme un fils également aimé. Je me souviens d'une fête de Thanksgiving, quand j'avais 19 ans, rentré du collège pour un court séjour. Marc avait contracté des dettes, quelque chose à propos d'un investissement, qui avait mal tourné. Papa m'a fait asseoir, non pas dans le salon, mais dans son petit bureau exigu qui sentait le vieux papier et le tabac à pipe. Il ne fumait plus. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a juste parlé de l'importance de l'entraide familiale, des moments difficiles que traversait Marc, et comment un peu d'aide maintenant le remettrait sur les rails. Ce n'était pas une question, c'était une directive voilée de sentimentalité. J'ai vidé mon maigre compte d'épargne de l'argent que j'avais gagné en lavant la vaisselle, en économisant pour les manuels scolaires. Marc ne l'a jamais su, ou s'il l'a su, il ne l'a jamais reconnu. C'était le schéma, mon sacrifice, son avantage, leur silence ou leur vague gratitude en son nom. Sortir de l'aéroport de Columbus et entrer dans la soirée humide de l'Ohio ressemblait à la fin d'un exil. J'ai loué une voiture où le cuir usé sentant faiblement le désodorisant d'air vicié et je l'ai dirigé vers la banlieue. Les quartiers défilaient, des rues familières bordées de chênes matures, des maisons avec des lumières de véranda accueillantes. Ma poitrine était serrée, un battement nerveux dans mon estomac. Comment cela allait-il être? Allait-il m'attendre? Y aurait-il une vraie étreinte? Le genre qui dit « tu nous as manqué »,
et non pas seulement « merci pour l'argent ». Je me suis garé dans l'allée de la maison où j'ai grandi. Elle avait l'air entretenue. Le nouveau toit brillait faiblement sous les lampadaires. L'aménagement paysager était soigné. Mon argent avait fait ça. J'ai coupé le contact et je suis resté assis un instant. Le silence de la rue de banlieue, un contraste frappant avec le bourdonnement constant de la vie sur le chantier ou les sons lointains des villes étrangères. L'odeur de la terre humide et de l'herbe coupée emplissait la voiture. C'était la maison. Mais alors que je marchais sur le chemin en pierre de pavé, passé les azalées que maman adorait, un nœud d'inquiétude a commencé à se former dans mes entrailles. La lumière du porche était allumée, mais les fenêtres étaient sombres. J'ai cherché la clé qu'il m'avait envoyée par la poste, le vieux laiton familier, froid dans ma main. La serrure a tourné avec un clic raide. L'air à l'intérieur était immobile, sentant faiblement le cirage au citron et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait placer. Peut-être de la poussière mélangée à de la déception. Maman? Papa? Je suis là, ai-je appelé, ma voix résonnant légèrement dans la maison silencieuse. Silence. Puis des pas venant de la cuisine. Maman est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Son expression n'était pas de la joie ou du soulagement, c'était de la surprise, peut-être même de l'agacement. « Oh, tu es là » a-t-elle dit, sa voix plate. « On ne t'attendait pas avant demain. » Mon cœur a sombré. Je vous ai envoyé les détails du vol par courriel. J'ai dit que je serais là ce soir. Oh, oui. Je dois avoir raté ça, a-t-elle marmonné, sans me regarder dans les yeux. Elle ne s'est pas avancée pour me prendre dans ses bras. Pas d'étreinte chaleureuse après 7 ans d'absence. Elle était juste là, debout. Papa est là, ai-je demandé, essayant d'empêcher la douleur de s'infiltrer dans ma voix. Il est dans le bureau. Marc est là, a-t-elle dit, me regardant enfin au-delà de moi vers la porte comme pour vérifier si j'avais amené une escorte. Marc nous parle de sa nouvelle entreprise. Bien sûr, Marc. Toujours Marc. J'ai laissé tomber mes sacs près de la porte. Le salon semblait étranger. Chaque photo de famille au mur, une accusation silencieuse. Il y en avait de nouvelles mélangées, un Marc souriant fièrement à côté de maman et papa, debout devant une voiture élégante et coûteuse que je savais qu'il ne pouvait pas s'offrir tout seul. Il n'y avait pas de photos récentes de moi. La maison ressemblait moins à une maison et plus à un musée dédié à l'enfant d'or, organisé par les parents, financé par le fantôme dans la machine. Je me suis dirigé vers le bureau. Les voix se sont intensifiées, le grondement profond de papa, le rire confiant et un peu trop fort de Marc. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte. Papa était dans son fauteuil habituel, Marc était perché au bord du canapé, agitant les mains avec animation. Ils ont arrêté de parler quand je suis entré. Papa a levé les yeux, son expression passant d'un intérêt engagé pour Marc à ce masque neutre familier qu'il portait lorsqu'il avait affaire à moi. « Eh bien, regardez qui voilà » a-t-il dit, son ton dépourvu de toute chaleur réelle. Marc nous montrait juste ses projections. Marc m'a fait un signe de tête rapide et méprisant. « Salut, petit frère » juste à temps pour entendre parler de la prochaine grande chose. Il a souri, un éclair de dents qui n'atteignait pas ses yeux. Il avait l'air bien reposé, bien nourri, vêtu de vêtements que je reconnaissais dans les catalogues haut de gamme, des catalogues que je feuilletais parfois lors de mes nuits solitaires au large, rêvant d'acheter quelque chose de beau à mes parents, quelque chose qui les rendrait vraiment fiers de moi. J'ai réussi un petit sourire, essayant une dernière fois de me connecter. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Marc s'est lancé dans un argumentaire bien rodé sur une start-up technologique, des mots à la mode et des chiffres gonflés. Mon cerveau d'ingénieur a immédiatement trouvé des failles dans la logique, mais je suis resté silencieux. Pendant qu'il parlait, mes yeux se sont baladés dans la pièce, nouvelle télévision grand écran, chaîne hi-fi de luxe, entourage de cheminées rénovées que je n'avais jamais vues auparavant en mon argent. Chaque pièce ressemblait à une nouvelle blessure. Plus tard dans la soirée, après le départ de Marc dans sa voiture de luxe, la tension dans la maison était suffisamment épaisse pour être coupée au couteau. Maman s'est occupée de ma chambre, faisant de petites conversations qui semblaient forcées. Papa était préoccupé, consultant ses courriels sur sa tablette. J'ai essayé d'évoquer mon séjour loin de chez moi, les défis, les choses que j'avais vues. Ils ont écouté poliment pendant 1 minute ou 2. Puis la conversation est revenue à Marc, son brillant avenir, son besoin de financement initial. Cette nuit-là, allongé dans mon vieux lit, le ventilateur de plafond familier tournoyant au-dessus de moi, le nœud dans mes entrailles s'est resserré.
Ce n'était pas une mauvaise communication, c'était intentionnel. Mon retour n'était pas une raison de célébration, c'était une interruption. Mon argent était le bienvenu, voire attendu, mais je ne l'étais pas. La maison dans laquelle j'avais investi mes gains ressemblait à une cage dorée construite pour me tenir à l'écart. Est-ce que c'est tout? Ai-je murmuré dans l'obscurité. Est-ce que c'est tout ce que je suis pour eux? Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un flou de légères offenses et d'inquiétudes croissantes. Mes parents ont constamment parlé de Marco, ses besoins, ses projets, son génie. Mes questions sur leurs finances, sur la façon dont l'argent que j'avais envoyé avait été spécifiquement utilisé au-delà des dépenses ménagères générales, ont été accueillies par des réponses vagues, de l'irritation ou une déviation pure et simple. « Tu ne nous fais pas confiance ?» demandait maman, les yeux grands ouverts de douleur feinte. Tout est allé pour maintenir cette famille à flot, grommelait papa, changeant de sujet. C'était du gaslighting classique, me faisant douter de ma propre mémoire, de mon propre registre. Un après-midi, je cherchais un vieux album photo dans une boîte de rangement dans le grenier, espérant un souvenir nostalgique d'une époque où je me sentais plus connecté. Caché sous une pile de vieux annuaires, j'ai trouvé une enveloppe épaisse adressée à mes parents. À l'intérieur, il n'y avait pas de photos, mais des documents, des relevés bancaires que je ne reconnaissais pas et une lettre officielle d'un cabinet d'avocats spécialisé en immobilier, datée de quelques mois auparavant. Mes mains tremblaient en lisant. Les relevés bancaires montraient des sommes d'argent importantes de l'argent que j'avais envoyé ou étant transféré immédiatement après leur arrivée, non pas à la société de prêts hypothécaires ou aux fournisseurs de services publics, mais à des comptes portant des noms tels que Mark J. Thompson Enterprises et Capital Solutions LLC. La lettre de l'avocat discutait de la finalisation d'un acte de cession et de la restructuration des actifs concernant la maison familiale, nommant explicitement Mark comme seul bénéficiaire au décès de mes parents, contournant les lois sur les successions standards. Il n'y avait aucune mention de mon nom, aucune disposition pour les centaines de milliers de dollars que j'avais investis. J'ai eu le souffle coupé. L'air du grenier s'est soudainement senti étouffant, épais, empli d'odeurs de poussière et de trahison. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. Ce n'était pas seulement du favoritisme, c'était une fraude calculée. Il ne dépensait pas seulement mon argent pour les besoins de Mark, il détournait activement des sommes importantes vers des entreprises qui, d'après les noms des comptes et les schémas de transfert, semblaient de plus en plus louches. Et il s'assurait que je n'avais aucune prétention légale à la maison familiale, la fondation même que j'avais sacrifié des années à soutenir. Ce n'était pas seulement une fissure dans la fondation, toute la structure était pourrie, construite sur un mensonge que j'avais financé. C'était le premier rebondissement. Le passé était plus sombre que je ne l'imaginais. Leurs besoins n'étaient pas réels, leurs projets pour moi étaient inexistants. Au cours de la semaine suivante, je suis devenu un fantôme dans leur maison. J'ai parcouru de vieux dossiers lorsqu'ils étaient absents, prenant discrètement des photos de documents avec mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer des conversations à l'aide d'une application d'enregistreur vocal, me disant que c'était juste au cas où j'aurais besoin de me souvenir de détails, mais sachant au fond que je collectais des preuves. J'ai entendu des conversations entre maman et papa exprimant leur frustration que je ne leur avais pas offert plus d'argent depuis mon retour, se plaignant du coût croissant des nouveaux frais juridiques de Mark, confirmant qu'ils encourageaient les activités douteuses de Mark. J'ai entendu Mark au téléphone crier sur quelqu'un à propos d'un marché qui a mal tourné, mentionnant la nécessité de mettre à zéro certains comptes rapidement. J'ai reconstitué le puzzle, l'argent que j'avais envoyé ne servait pas seulement au style de vie de Mark, il soutenait quelque chose de beaucoup plus risqué, quelque chose auquel ils étaient complices. J'ai contacté un avocat que j'avais trouvé en ligne, spécialisé dans les litiges sur les actifs familiaux et la fraude financière, une femme à l'air sévère nommée Madame Albright. Je lui ai envoyé des scans de tout ce que j'avais trouvé, des enregistrements de conversations où ils ont admis avoir détourné des fonds ou mentionné les dettes de Mark. Elle a été franche. Cela semble mal pour eux, potentiellement illégal selon la nature des activités de votre frère et de leurs connaissances. Votre requête pour récupérer des fonds et contester l'acte est forte, mais cela détruira votre famille. Ils l'ont détruite en premier, me souviens-je avoir dit, ma voix étonnamment ferme. La tension à la maison est devenue insupportable. Ils savaient que j'étais différent, au plus silencieux, plus le fils empressé de faire plaisir. Ils ont intensifié le gaslighting. Tu es paranoïaque, disait papa, les yeux rivés sur moi. Pourquoi es-tu si suspect, soupirait maman de façon dramatique. Après tout ce qu'on a fait pour toi, est-ce les remerciements qu'on obtient? Ils ont essayé de me faire sentir coupable de la distance que je gardais maintenant instinctivement.
Chaque interaction était un champ de bataille, et j'en avais assez de saigner dessus. Le point de rupture est arrivé, comme cela arrive souvent, lors d'une réunion de famille. C'était le dîner du 60e anniversaire de maman. Pas une grande fête, juste la famille immédiate et quelques amis proches, les gens dont l'opinion favorable à mes parents chérissait le plus. Marc était là, bien sûr, tenant la cour, parlant fort de la réussite croissante de sa nouvelle entreprise, lâchant les noms de personnes qu'il connaissait soi-disant. Mes parents rayonnaient, l'encourageant, nourrissant son ego. C'était insoutenable. La table était chargée de nourriture au poulet rôti, purée de pommes de terre, casserole de haricots verts, tous les plats réconfortants de mon enfance, ayant maintenant le goût de cendre dans ma bouche. L'air était épais, empli du parfum des lys d'un centre de table et du parfum entêtant que maman portait, un parfum que j'associais autrefois à la sécurité, maintenant seulement à la tromperie. Marc a porté un toast à maman et papa, pour avoir toujours cru en moi, pour m'avoir toujours soutenu, pour avoir toujours su qui était leur vrai fils. Il m'a regardé directement lorsqu'il a dit « vrai fils ». Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Quelque chose s'est brisé. 7 ans de sacrifice, d'espoir, d'être le deuxième meilleur, de découvrir la profondeur de leur trahison, tout cela a convergé en cette seule phrase venimeuse. J'ai senti le sang affluer à ma tête, puis s'évacuer, me laissant froid et tremblant. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Marc, ai-je demandé, ma voix basse mais coupant le bavardage poli. Il a ri, un son méprisant. Oh, tu sais, certains d'entre nous sont simplement faits pour des choses plus grandes. Cela nécessite un certain type de système de soutien. Il a jeté un coup d'œil à maman et papa, qui ont acquiescé fièrement. Mes parents se sont tournés vers moi, irrités par mon interruption. « Qu'est-ce qui t'arrive » a dit papa, sa voix aiguë. La douleur était immense, ou une douleur physique dans ma poitrine, mais elle était rapidement calcifiée par une fureur pure et froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Qu'est-ce qui m'arrive » J'ai répété les mots, au goût acide. Est-ce les centaines de milliers de dollars que je vous ai envoyés et qui ont miraculeusement disparu dans les entreprises de Marc? Est-ce que c'est le fait de découvrir que vous avez donné la maison à Marc malgré le fait que j'ai payé l'hypothèque pendant des années? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par « système de soutien », Marc? Pas « savoir qui est votre vrai fils » La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes ont claqué sur les assiettes, les visages se sont tournés, les yeux se sont élargis. Les sourires de mes parents ont disparu, remplacés par le choc, puis par une fureur instantanée. Le sourire narquois de Marc a disparu, remplacé par un regard paniqué. « Comment osez-vous » a crié maman, se levant, le visage déformé de rage. « Arrête de dire des bêtises. » Les yeux de papa, généralement d'un brun chaud, étaient comme des éclats de glace. Il s'est penché en avant, sa voix basse et meurtrière, destinée uniquement à moi mais portant du poids dans la pièce silencieuse. Il n'a rien nié, il n'a pas essayé d'expliquer, il a juste porté le coup final, celui qui a confirmé tout. Papa m'a regardé avec des yeux glacés. Je n'ai qu'un seul fils, et ce n'est pas toi. La voix de maman, aiguë et vindicative, a résonné de l'intérieur de l'embrasure de la porte de la cuisine où elle s'était légèrement retirée. Il a raison. Marc est notre fils. Des années d'efforts et de sacrifices se sont effondrées devant ces mots. Les derniers fils fragiles d'espoir, le désir de leur approbation, se sont rompus. La fondation que j'ai essayé de construire n'était pas seulement du sable, c'était des déchets toxiques. C'était ça le fond du trou, le rejet explicite et indéniable. Mais à ce moment-là, quelque chose a changé. La douleur était là, brûlante, mais elle était recouverte d'une clarté froide et calme que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'avait plus rien à me prendre, plus rien à briser. J'ai regardé leur visage, la rage, la panique, le manque total d'amour, et je les ai vus pour ce qu'ils étaient, des exploiteurs, des imposteurs. Et dans leurs yeux, j'étais moins que rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas essayé de me défendre, je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone en silence. Mes doigts, qui avaient tremblé plus tôt lorsque j'avais trouvé les documents, étaient maintenant stables. Je suis allé à mon courriel. Je l'avais rédigé des jours auparavant après avoir rencontré Madame Albright et j'ai envoyé un seul message. L'objet était simple, preuve de fraude financière et de détournement de fonds. En pièces jointes se trouvaient les documents numérisés, les relevés bancaires, la lettre de l'avocat concernant l'acte, les contrats relatifs aux entreprises louches de Marc que j'avais trouvés, et les extraits de transcription des enregistrements où ils ont admis leur complicité. Les destinataires n'étaient pas seulement moi et mon avocate, j'avais ajouté le principal contact commercial de Marc,
2 membres clés de la famille, et j'avais mis en copie conforme une adresse de demande générale pour un journaliste d'investigation locale que j'avais recherché. C'était le moment de la justice, exposant leur vérité aux personnes dont les opinions et les actions pouvaient avoir de réelles conséquences. Presque immédiatement, la symphonie des notifications téléphoniques a commencé autour de la table, bip, ping, vibration. La couleur a disparu des visages lorsque les gens ont vérifié leurs appareils. Les yeux de mes parents se sont élargis d'horreur, puis se sont tournés vers moi. Marc a tâtonné avec son téléphone, sa bravade ayant complètement disparu. Quelques soupirs ont parcouru la pièce. Tante Carole, de l'autre côté de la table, a visiblement pâli. Puis sa mâchoire s'est serrée lorsqu'elle a commencé à faire défiler. Papa s'est levé à moitié, le visage un masque d'incrédulité et de fureur. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il étouffé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la froideur égalant la sienne. Je les leur ai montré, ai-je dit, ma voix calme mais porteuse. Je leur ai montré qui vous êtes vraiment. Je me suis levé lentement, calmement. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. J'ai regardé ma mère, dont le visage était une image de haine pure et non adultérée. J'ai regardé Marc, se débattant pour passer des appels sous la table. J'ai regardé les visages horrifiés ou abasourdis autour de la pièce. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas pris mes sacs près de la porte, je n'ai pas regardé en arrière. Je suis juste sorti de la maison, de la vie à laquelle j'avais essayé si désespérément de m'accrocher, et dans l'air frais de la nuit. L'odeur des lys et du parfum s'est estompée, remplacée par le parfum propre de la soirée, un poids soulevé au lourd et douloureux, laissant derrière lui un vaste vide douloureux. Maintenant, voyons qui est le vrai bâtard. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été une tempête de feu. Mon message était tombé comme une bombe. Madame Albright a déposé la plainte le lendemain matin. Le processus juridique a été long, fastidieux et éprouvant sur le plan émotionnel. Mais Madame Albright était un bulldog. Elle a systématiquement démantelé leur défense, présentant les preuves que j'avais recueillies et mes archives méticuleuses des transferts, les documents compromettants, les enregistrements. Mes parents et Marc ont d'abord essayé de se vanter, de nier et de faire du gaslighting. Ils m'ont envoyé des courriels et des textos furieux et décousus, « Tu trahis ta famille. Comment peux-tu faire ça après tout ce qu'on a fait ? Marc va tout perdre à cause de toi. » C'était leur tactique habituelle, essayant de renverser la vapeur et de faire de moi le méchant. J'ai tout transmis à Madame Albright et je n'ai répondu que par elle, avec des communications juridiques concises et factuelles. Marc a essayé une approche différente, des menaces, voilées au début, puis des messages plus directs sur les médias sociaux, me traitant de menteur, de traître, m'accusant d'essayer de voler leur argent. Il a essayé de rallier le soutien parmi les connaissances communes, répandant sa version des événements, mais les preuves étaient trop solides. Ma tante Carole, Dieu la bénisse, est devenue une alliée inattendue. Horrifiée par ce qu'elle a vu dans le courriel, elle a appelé d'autres membres de la famille, validant mon histoire, partageant ses propres observations du favoritisme de toute une vie et du caractère douteux de Marc. Le masque social que mes parents et Marc avaient si soigneusement cultivé a commencé à se fissurer, puis à se briser, dans leur communauté. Les invitations ont cessé, les appels sont restés sans réponse. Leur image publique de famille respectable et aimante s'est effondrée sous le poids de la vérité et du scandale financier. La bataille juridique s'est concentrée sur la récupération de l'argent qu'ils avaient détourné et la contestation de la validité de l'acte de cession en raison de la fraude et de l'influence indue. Ce n'était pas une victoire garantie, a prévenu Madame Albright. Prouver exactement combien de mon argent est allé où était délicat, mais le schéma était indéniable. Le processus a été stressant. Il y a eu des jours où je me suis senti dépassé, des jours où je me suis demandé si cela valait la peine de souffrir. Est-ce que récupérer l'argent valait la peine de perdre l'idée d'une famille ? Ce sont les moments où je me suis senti sur le point de perdre la pression monte de leur contre-attaque et de l'épuisement émotionnel. Mais ensuite, je pensais aux yeux glacés de papa, à la voix résonnante de maman, au visage suffisant de Marc, et à la pile de preuves prouvant leur tromperie délibérée et calculée. Je me suis souvenu des années de sacrifice, des espoirs qu'ils avaient brisés. Je ne me battais pas seulement pour de l'argent, je me battais pour ma dignité, ma réalité, mon droit d'exister en dehors de leur récit manipulateur. J'ai commencé une thérapie, traitant le traumatisme de grandir dans un système familial toxique. J'ai appris les limites, le gaslighting et le cycle de la violence. C'était douloureux, d'exhumer le mal enfoui, mais aussi incroyablement libérateur.
J'ai commencé à construire une nouvelle vie ou une vie qui ne se concentrait pas sur le fait d'essayer de gagner l'amour de mes parents, mais sur le fait de trouver ma propre valeur. Ma famille choisit Madame Albright, qui est devenue une conseillère de confiance, tante Carole, qui a offert un véritable réconfort et partagé des souvenirs de mes grands-parents, qui auraient été horrifiés par cela, de vieux amis qui m'ont soutenu ou sont devenus mon véritable système de soutien. Ils m'ont vu, m'ont valorisé, non pour ce que je pouvais fournir, mais pour ce que j'étais. L'affaire judiciaire s'est prolongée pendant des mois. Il n'y a pas eu un seul moment dramatique de justice en salle d'audience comme dans les films. C'était une série de dépositions, de dépôts et de négociations. Mais lentement, inévitablement, la pression s'est accrue sur mes parents et Marc. L'épreuve était insurmontable. Face à la possibilité très réelle d'un procès public dévastateur, voire d'implications pénales pour Marc et potentiellement pour mes parents selon les spécificités de ces entreprises, ils ont finalement accepté un règlement. Ce n'était pas tout ce que je leur avais envoyé au pas même de près. Le règlement couvrait une partie importante des fonds détournés, assez pour les piquer financièrement, assez pour avoir un impact sur leur plan de retraite confortable et forcer Marc à enfin faire face aux conséquences de ses propres échecs sans mon argent pour amortir le coup. L'acte de cession a été invalidé, restaurant ma prétention potentielle à une partie de la valeur de la maison, bien que j'ai prévu de la céder à une œuvre de bienfaisance ou de la laisser partir. La maison abritait maintenant trop de fantômes. C'était une victoire, oui, mais une victoire douce amère. Ils ont été contraints de payer, ils ont perdu la face, leurs mensonges ont été exposés à leur monde, les entreprises de Marc se sont effondrées sans mon financement, et il a fait face à des contrôles pour ses actions passées. Mes parents ont dû faire des choix financiers difficiles et vivre avec leur réputation ruinée auprès de nombreuses personnes qui leur étaient chères. Ils avaient perdu leur influence sur moi. Et ils avaient perdu le fils qu'ils tenaient pour acquis. Je ne me suis pas réjoui, je n'avais pas besoin de le faire. Leurs conséquences étaient leur propre fardeau à porter. J'ai reçu l'argent du règlement et une représentation tangible d'années de sacrifice et de validation de ma vérité. J'ai utilisé une partie de cet argent pour construire la vie que je méritais ou une vie libérée de leur manipulation. J'ai maintenu les limites que j'avais établies, aucun contact, aucune exception. Ce n'était pas une fin parfaite. Les cicatrices de la trahison sont restées ou une légère douleur dans ma poitrine lorsque je pensais à ce qui aurait pu être. J'ai perdu une famille, celle que j'avais tant désirée toute ma vie. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, mon respect de soi, ma liberté et la compréhension que la vraie famille est construite sur l'amour, l'honnêteté et le respect, et non sur le sang ou la dépendance financière. Je me suis tenu sur mes propres deux pieds, enfin vu, enfin valorisé ou non pas par les gens dont je le voulais désespérément, mais par moi-même et les gens qui ont choisi de me soutenir. J'ai perdu une famille, mais je me suis trouvé. Et peut-être que c'était le commerce que j'étais toujours destiné à faire. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation, même familiale, pour votre propre bien-être? Que signifie vraiment la famille pour vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.